Aujourd'hui, discussion avec Jérôme Montignès. Jérôme, il est ingénieur, mais pas seulement. Après plus de 10 ans dans des grands groupes en tant qu'ingénieur en système embarqué, il a cofondé sa boîte de production. Je l'ai découvert via sa chaîne YouTube, Jérôme et Valentin, dans laquelle il fait notamment des vidéos parodiques du monde du travail. Je les ai trouvées fantastiques, notamment les 3 dernières sont vraiment excellentes. Et bref, aujourd'hui, on va s'intéresser au point de bascule de son parcours. Comment est-ce qu'il a commencé? Il a fait plus de 10 ans dans des grands groupes. Qu'est-ce qui a fait qu'il n'a pas aimé ce qu'il faisait? Comment il a changé d'orientation? Qu'est-ce qu'il fait maintenant au quotidien dans sa boîte de production? Et enfin, des conseils pour des étudiants qui ne savent pas vraiment où ils veulent aller, comme lui à l'époque, dans leur parcours professionnel. Bref, une discussion qui m'a passionné et qui, je l'espère, va te permettre de découvrir un autre créateur ingénieur, sincère et talentueux, Jérôme Montignès. On est parti. Juste note, je m'excuse parce que le son de mon côté n'est pas bon. J'en suis désolé, donc 90% de la vidéo, c'est lui qui parle et c'est nickel. Mais le mien, je ne sais pas ce qui s'est passé pendant cette séance et ça a déconné. Donc mes excuses pour ça et on est parti pour son interview. Jérôme, peux-tu te présenter? Oui, je peux me présenter. J'ai 34 ans maintenant. J'ai été ingénieur à une époque. Aujourd'hui, je ne le suis plus maintenant. J'ai monté une boîte, mais ça, on en parlera un peu après. Je garde toujours mes passions d'ingénieur, c'est-à-dire que je fais toujours un peu d'électronique chez moi. J'ai fait pas mal de théâtre aussi. Puis je garde aussi la passion de la vidéo, de faire des courts-métrages, des choses comme ça qui sont même pas sur mon temps de travail. Donc, voilà, si je dois résumer, c'est ça, en gros. Donc, des passions quand même qui restent dans le domaine de l'ingénierie et un travail qui est Ouais, un peu différent maintenant. Et en effet, on va revenir dessus, sur ce que tu fais en ce c'est moment. ça. Ouais. Alors, la première Donc, question de ce podcast, de discussion d'ingénieur, elle est un peu particulière. Et avec ce que tu viens de me dire, on va voir comment tu vas répondre. Mais c'est mhm. quel type d'ingénieur es-tu? Je suis pas théorique. Moi, je suis un ingénieur assez pratique. C'est-à-dire que j'étais pas très bon en maths. Donc ça, c'est en général les ingénieurs, on a un peu ça en tête. On se dit, il faut être hyper bon en maths. Moi, j'étais pas spécialement bon. Par contre, je me rattrapais sur toutes les matières un peu techniques. C'est-à-dire dès qu'il y a une application physique, technique, ouais, dans le vrai, dans le concret, là, j'avais aucun mal. C'était quelque chose c'est une facilité que j'ai. Par contre, dès qu'on parle de matrices et de familles associatives, etc., là, je convulse et je quitte le jeu. Donc, j'ai toujours eu en maths ce qu'il fallait pour passer, mais en tout cas, ça, c'est pas. Voilà. Donc, si je devais ouais, me décrire, ça serait ça. Ce serait plutôt ingénieur pratique. Ouais. Ingénieur pratique, non, c'est marrant. Après, tu utilises des termes de matrice, de trucs associatifs. Ça faisait tellement longtemps que je ne les ai pas entendus non plus. Tu arrives à les ressortir comme ça, déjà, c'est presque un bon point. Mais parce qu'elles m'ont traumatisé, en fait. Les trucs, c'était les familles associatives, dissociatives, je sais plus. Enfin, c'était les trucs de matrice, c'était l'enfer. Et je ne comprenais pas, en fait. C'était tellement abstrait quand on me disait, ouais, donc le réel, donc tu avais R1, R2, bon, 2, tu as 2 machins, R3, bon, bah, tu as 3, tu as le trièdre. Après, tu as R étoile, qui est un nombre infini, en fait, d'univers, ou je ne sais plus d'environnement, je ne sais plus ce que c'était, mais pour moi, j'ai pas une bonne capacité à l'abstraction, en fait. Donc, du coup, pour moi, j'ai jamais rien compris à tout ça. Donc, ça m'a complètement traumatisé. C'est pour ça que j'arrive à les ressortir aujourd'hui. C'est juste c'est de la peur, en fait. C'était marqué au fer rouge. Exactement. Et tu faisais des trucs pratiques avant enfin, tu avais commencé peut-être plus jeune à faire des choses pratiques de façon personnelle ou tu l'as découvert en école ou en études? Non, moi, en fait, depuis que je suis ado, depuis que j'ai 12-13 ans, en fait, je bricolais dans mon garage. Je faisais, avec 3 bouts de bois, je fabriquais un truc. Après, j'ai appris la soudure. À 13 ans, je savais souder à l'arc. Déjà des trucs, parce que ça me passionnait, en fait. J'avais envie de fabriquer des structures, des trucs. À 14 ou 15 ans, j'avais fabriqué un truc. C'était avec un moteur électrique de voiture télécommandée et puis des moteurs de mécano, etc. J'avais fabriqué une ouverture automatique de ma porte de ma chambre avec une crémaillère, etc. Enfin, qui ouvrait la porte, qui la fermait, qui la verrouillait avec un moteur. Ce qui était catastrophique pour ma mère parce que du coup, elle ne pouvait plus ouvrir, elle ne comprenait rien, donc elle m'a demandé de tout virer. Mais en tout cas, voilà, j'ai toujours eu un peu ce truc-là, de m'amuser avec pas grand-chose, essayer de fabriquer un truc. Je ne sais pas d'où ça me vient, mais ça m'a toujours passionné. Ouais. C'est marrant, ouais. C'est expérience pratique, j'imagine, la pauvre maman qui essaie d'ouvrir la porte de son fils. Mais non, c'est une machine, t'inquiète pas, ça marche bien. Non, mais c'est ça, mais j'avais récupéré un vieux boîtier d'alarme avec une clé, etc. Donc, il fallait mettre le truc, ça déclenchait un moteur de mécano qui déverrouillait le loquet, en fait. Et ensuite, bah, le moteur qui était démultiplié ouvrait la porte ou fermait la porte en fonction de l'interrupteur. Enfin, voilà. C'est Donc ça, j'avais fait ça. Ensuite, plus âgé, en fait, j'ai fait du théâtre, donc notamment avec Valentin, mon associé ami. Et donc, en fait, je faisais les décors, par exemple. Dès que j'avais, je proposais ça avec un pote, on fabriquait les décors. Donc, si on fabriquait une porte,
un bar ou des petits accessoires, des échasses, des choses comme ça. Donc ça voilà. Et depuis, en fait, ouais, depuis que j'ai 12 ans, je fais ça. Donc ça, en fait, c'est assez naturellement que je suis allé vers des études d'ingénierie, etc. Parce que j'ai toujours eu le feeling avec les choses, mais encore une fois, concrètes. Par contre, ce qui a été vraiment un frein, c'est toute la physique qui n'est pas appliquée. Donc la physique appliquée, j'avais pas de problème. La physique qui n'est pas appliquée, c'était terrible. Toutes les mathématiques, même d'électronique, qui sont pas appliquées, parce qu'on part des fois sur des trucs qui sont un peu flous. Tout ça, c'est très difficile pour moi. Ah, je comprends, je comprends. J'ai un peu moins de mal avec tout ce qui était abstrait, mais par contre, dès qu'on mettait les choses très abstraites dans du concret, je trouve que je comprenais pas, genre enfin, c'est pas que je comprenais pas, mais c'était difficile et painful, tu vois, un peu douloureux, Mm. des torseurs mécaniques, ça me Ouais, mais tu vois, moi, les torseurs, enfin, tout ce qui est mécanique, c'est un truc, j'ai 18 au bac, et c'est un truc que je n'ai jamais eu de mal parce qu'on faisait, euh, je le comprenais, tu vois, on avait fait avec une grue, machin, etc., avec, par exemple, un forêt qui va percer le truc, donc tu as un torseur ici, tu as le moment résultant, enfin, tout ça, je l'ai compris et je le calculais sans aucun problème parce que je voyais une machine et je la sentais, la machine, c'est-à-dire que je voyais les forces qu'il faisait, je comprenais le truc. Donc, ça me guidait en fait dans les calculs. Mais quand je n'ai pas ce truc-là qui me guide intuitivement, mécaniquement, en fait, je ne sais pas pourquoi je fais ça, je ne comprends pas, voilà, et je lâchais en général. et j'imagine que maintenant, ça va être une transition un peu, osée, mais tu ne fais plus ça justement. Tu n'utilises plus, tout ce qui est mécanique, ce qu'on faisait potentiellement en école d'ingénieur et au niveau du bac en technique. Est-ce que tu peux me dire ce que tu fais maintenant, comme métier et puis aussi comme passion à côté, parce que les 2 vont l'un avec l'autre? Aujourd'hui, en fait, on a monté, donc avec Valentin dont je parlais tout à l'heure, une, euh, une boîte de production et communication vidéo. Donc, c'est une agence, hein, une agence. Donc, en fait, on accompagne les clients pour leur communication, spécifiquement pour produire de la vidéo. Par exemple, si tu as un service ou un produit, peu importe, tu demandes, tu dis, voilà, moi j'ai un produit, je veux le faire connaître un petit peu sur les réseaux sociaux ou autres. Bah voilà, aidez-moi. Et nous, notre créneau, c'est plutôt le côté humoristique. On essaie d'amener les boîtes qui sont assez corpo, assez frileuses, à les attirer vers quelque chose qui est un petit peu différenciant, enfin, euh, qui va se faire un peu plus remarquer. Le problème, c'est que souvent les entreprises, ils veulent pas prendre de risques. Donc, ils veulent leur communication comme d'habitude, c'est-à-dire mettre une photo d'équipe à la con et dire, bah voilà, moi, je veux qu'elle fasse 2000 likes. En gros, pas prendre de risques et avoir tous les gains. Et on dit, le problème, c'est que ça ne marche pas comme ça. C'est que si vous voulez vous différencier, il faut justement faire quelque chose de différent. Et à partir du moment où on se met dans un truc différent, et bah, ça fait peur parce que bah, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Et donc voilà, donc les plus petites boîtes, en général, sont plus souples là-dessus. Les grosses structures, c'est plus compliqué. Et voilà. Donc notre travail, c'est un peu tout ça. C'est cette mise en confiance de dire, allez-y, si vous vous différenciez, vous allez voir que ça va marcher, ça va intéresser les gens. Vous allez attirer les jeunes parce que souvent, c'est ça, ils ont du mal. C'est les dirigeants sont souvent plus âgés, donc ils ont du mal avec tous les codes un peu plus jeunes. Donc ils ont du mal à comprendre que c'est comme ça que ça fonctionne et il faut y aller, quoi. Ouais, non, Voilà. carrément. Ça fait penser à, je sais plus si c'est l'application de langue Duolingo, la petite peluche verte là. Ah, je sais Heu, pas. ils ont Ça me dit rien. sur TikTok, ils sont incroyables. Ah ouais. Ils ont une communication pourtant qui est corporate, mais qui avec leur peluche géante qui se balade dans leurs locaux, qui fait des trucs n'importe quoi et ils ont réussi à trouver le bon équilibre entre, la communication d'entreprise et Ah, le fun et chacune de leurs vidéos fait des centaines de milliers de vues, après ok, c'est moi je connais pas. Ouais. bah, je t'enverrai le compte après, je sais pas si c'est Duolingo ou une autre app, mais ouais, c'est incroyable. C'est en anglais, comme je t'avais dit, en Ouais. off par contre et toi justement dans ce métier-là, donc agence vidéo qui va apporter un côté humoristique aux entreprises, qu'est-ce que tu vas faire en concret au jour le jour? On a quand même deux rôles un peu séparés avec Valentin, même si on peut faire à peu près la même chose en termes de montage, de technique, etc. On est interchangeable. Par contre, moi, je vais plus m'occuper du coup de l'aspect technique, donc le matériel, comment avoir le matériel qui va bien, le plus récent possible, etc. Pour pouvoir vendre des prestations plus chères aussi, enfin, pour pouvoir voilà, avoir une bonne qualité. Valentin est plus sur le côté commercial, donc démarche, relations clients, etc. Donc déjà, on a cette petite. Voilà, c'est un peu mon rôle, entre guillemets, là-dedans. Après, en fait, nous, notre activité, elle est vraiment séparée entre les projets clients, donc vraiment, bah, voilà, tous les demandes entrantes qu'on peut avoir, les démarchages qu'on peut avoir. Et donc, c'est toute la partie prospection, puis après proposition commerciale, etc. Puis
la réalisation de la vidéo jusqu'à ce qu'on la mette sur les réseaux sociaux. Et l'autre partie, c'est créer du coup des sketchs comme tu as pu voir sur LinkedIn, donc des sketchs du monde de notre vie d'avant, un petit peu, c'est-à-dire plutôt une vie de salarié au final. Hein. C'est les sketchs qu'on fait très souvent, c'est par rapport à ça. Donc on fait ces sketchs-là. Alors à la base, on les faisait comme exutoire parce qu'on a commencé à faire ce genre de sketch. On était encore salariés, on n'avait pas encore la boîte. Et en fait, aujourd'hui, on continue à faire ces sketchs parce que ça nous permet d'avoir de la visibilité et de ramener des gens. En fait, c'est un démarchage un peu à l'envers, c'est que du coup, on nous contacte un peu plus souvent, ce qui n'empêche pas de voir quand même aller envoyer des messages, etc. Mais aujourd'hui, en fait, ces sketchs-là qui étaient à la base uniquement dans le plaisir, aujourd'hui, c'est dans la démarche commerciale, quoi. C'est devenu dans le cycle commercial, c'est maintenant obligatoire pour qu'on se fasse connaître. Vu que des agences vidéo en région parisienne, il y en a entre les freelances, etc., il y en a des milliers. Donc, il faut pouvoir se différencier. Donc, nous, on a préféré, plutôt que de faire des appels à frotte la journée, d'aller dans la création, puis prendre du temps pour créer des sketchs, les mettre. Voilà. Et ça permet de ramener des gens de manière créative, quoi. Ouais, non, ça fait sens. Ça fait sens, surtout si ça a commencé comme une passion. C'est bien parce que vous aimez ça. Je vais revenir sur un point que tu as dit juste avant sur la logistique et après, je reviendrai sur l'aspect plus vidéo, montage et prospection. Tu as parlé de la logistique et tu t'occupes notamment d'avoir les derniers équipements ou comment est-ce que ça se passe en concret? Parce que moi, tu me dis ça, je pense notamment à une vidéo d'un youtubeur technique qui lui qui a beaucoup de matériel. Ils ont des étagères et puis en fait, il y a différents types d'équipements en fonction des différents types de vidéos qu'ils vont faire. C'est à peu près la même chose que tu fais, c'est plus petit, tu procèdes d'une certaine manière comment est-ce que tu fais pour choisir l'équipement dont tu as besoin et en quoi ça consiste? Alors déjà, je suis abonné à quelques chaînes de youtubeurs qui justement ont toujours les derniers trucs. Et donc en général, je regarde ces vidéos-là, je regarde un peu l'intérêt. Est-ce que nous, ça a un intérêt pour nous? Et ce qui en général crée le besoin vient un peu de lui-même. C'est comme la boîte grossit, on a de plus en plus de demandes pour des pubs vraiment digitales ou voire pubs télé. On a eu ça. Donc il faut s'équiper en fonction. C'est-à-dire que du coup, il faut monter une équipe un peu plus grosse. Pour ça, par exemple, il faut pouvoir faire le focus à distance. Il faut du matériel pour faire le focus à distance. Pour faire le focus à distance, il faut un transmetteur HDMI performance en latence. Dans ce cas-là, il faut qu'on achète le transmetteur. Alors, il y en a pas beaucoup qui en font, voilà, mais il faut ce truc-là. Donc, c'est un peu le besoin des fois comme ça qui se présente lui-même, c'est il faut voilà, on a besoin de ça. Les éclairages, c'est pareil. On se rend compte au bout d'un moment qu'il nous faut une lumière qui soit un peu plus douce, etc. Il faut regarder qu'est-ce qui se fait de mieux. Et voilà. Mais c'est vraiment comme ça, quoi. Ouais, ça vient un peu à toi des fois, quoi. C'est un peu itératif, c'est au fur et à mesure. C'est pour ça que j'ai absolument pas de honte face à toi à avoir une moins bonne caméra et un moins bon éclairage, parce qu'on a un professionnel en face. Oui, c'est vrai, tiens. Il y a le flou et tout. Non, mais c'est un vrai flou. Regarde, si je tu vois, regarde. Oh là Tiens. là, ouais. Et ça Non, revient. c'est pas un faux fond. Ah non, C'est pas un fond vert. ouais, non, mais de toute façon, tu vois la petite lumière qui clignote un peu. Non, la Ah oui. caméra est insane. Bref, je t'en parlerai après. Je me pose la question sur l'équipement. Moi, en ce moment, j'aimerais faire un type de vidéo. Tiens, j'y avais pas pensé, mais je te demanderai conseil. Je me le note pour tout à l'heure. Conseil sur un truc. Ouais, et vous avez combien à peu près de types d'équipements, de lumière, d'appareils photo, de tout ça, ça prend quoi en place c'est gros? En gros, en place, ça prend à peu près ça. Donc, tu vois, il y a 2 armoires, Ouais, machin. 2 armoires photo, ouais. C'est ça. En gros, après, on a aussi un local de stockage qui est un peu à distance, il faut qu'on prenne la voiture, où on a plutôt des costumes, des accessoires, etc., qui servent plutôt pour nos sketchs. Mais globalement, ça prend ça. C'est que dedans, on va voir, c'est des petits boîtiers, hein, c'est des boîtiers, c'est comme des appareils photo. Hein. De toute façon, je pense que tu connais ça aussi. En gros, on a des GH5S, on a un 6D, on a 2 A7S3, on a une Blackmagic 4K et on a une 6K, mais qui est, attends, je l'ai là. Mais c'est plus, tu vois. Ah ouais, waouh. Mais ça, voilà, ça c'est des gros machins. Ah ouais, c'est clairement du matériel de pro. Mais ça, on s'en sert. Au final, c'est bien quand tu as une équipe parce que tu peux l'équiper de plein de trucs. Réellement, l'A7 III que j'ai là, il est top et il fait une super image en fait. Et,
Et puis c'est très léger, etc. Donc pour passer à l'autre, il faut vraiment que tu aies un intérêt, tu vois. Donc après, c'est bien parce que ça permet aussi de. Ah, pour faire une équipe, tu n'as pas le choix, de toute façon. Il faut plus de matériel. C'est comme ça. Ouais, et juste question par curiosité, parce que là, tu parles d'équipe. Enfin, c'est vrai qu'on imagine, il y a toi et il y a Valentin. Vous êtes combien sur un tournage en général? Franchement, ça dépend du besoin. Ça peut être, on peut très bien être deux ou trois. C'est-à-dire un qui réalise, qui est au cadre, un qui va s'occuper de la lumière. Deux, ça peut être suffisant. Après, très souvent, on va avoir besoin d'un ingé son qui va prendre le son. Après, des fois, il faut un chef-op en plus. Direction d'acteur, ça peut être maquillage aussi. Mais bon, c'est en fonction du besoin, quoi. On adapte, hein. Très souvent, il n'y a pas forcément besoin de maquillage. C'est pareil, chez FOP, il faut qu'il y ait quand même une petite création lumière. Ouais. Donc, mais en général, là, la majorité du temps, on est trois, quoi, deux, trois. Ok, donc trois sur le tournage. Là, on revient un peu sur justement l'aspect, on a parlé de l'aspect logistique, on revient sur tout ce qui est dans le métier, aussi bien sur YouTube que dans le métier en lui-même, il faut avoir les idées, ensuite écrire, tourner, monter. Je vais enlever la partie de prospection parce qu'il semble que c'est Valentin qui fait un peu plus et je vais vraiment qu'on s'intéresse à toi ici. Euh, à quel point est-ce que vous faites, par exemple, si tu vas faire toujours le montage ou comment est-ce que ça se passe l'écriture, dans ces tâches-là, qu'est-ce que tu fais, toi, en concret sur une semaine classique? Est-ce que tu vas faire de tout? Tu vas batcher? Comment ça se passe? Ouais, bon, oui, oui, ça. En gros, on fait un peu de tout. Enfin, c'est-à-dire que nous, déjà, sur la partie créative, on se fait un point toutes les semaines. On a un point le mercredi après-midi où on se donne des idées. En gros, les idées qu'on a eues ou qu'on a déjà notées. Tiens, un sketch sur l'open space. Voilà. On va se noter un nombre d'idées et ensuite, il y en a un qui est écrit. Donc moi, ça peut être moi, par exemple, une semaine, ça peut être moi qui écris le sketch vraiment dialogué. La semaine suivante, on fait une V2. Donc on relit ce qui a été fait par l'un et puis on fait une V2 et la V2, ensuite, on la met en production. Donc ça fait partie toutes les semaines, on fait ça. Après, en montage client, etc. Alors maintenant, on a des monteurs aussi qui le font pas mal. Donc des montages clients, on en fait beaucoup moins maintenant. On fait pas mal de montage pour nous, du coup, du montage plutôt de sketch ou de petites capsules vidéo, choses comme ça. Après, c'est toute l'organisation, en fait. Là, le gros de ma semaine, là, ça va être organiser les tournages qui arrivent, parce que là, on est en train de faire un sketch qui demande beaucoup de monde et pas mal de moyens. Donc là, ça va être ça. On a eu des rendez-vous clients, là, on en a eu 4 en début de semaine. Donc c'est pareil, ça demande du temps, c'est aller-retour sur Paris, etc. Et puis là, c'est des préparations, pareil pour des tournages clients. Donc avec trouver, il faut caster les gens, il faut faire les documents, les storyboards, etc. pour qu'on puisse préparer sereinement le tournage. Donc là, ma semaine, c'est à peu près ça, quoi, maintenant. Et puis là, ça sent avec un gros tournage, c'est beaucoup, beaucoup d'organisation. Dès que tu rajoutes une personne, déjà, c'est quasiment exponentiel la complexité. Donc, Ah ouais, c'est fou, là. Enfin, c'est juste, tu dis une personne, moi je suis dispo le 23, une autre personne qui dit moi c'est le 21. Rien que ça, tu fais OK, du coup, si on veut ces deux-là, comment on fait, quoi? Ouais, c'est compliqué pour ça. C'est synchroniser les gens. Après, le matériel, etc., bon, c'est pas trop compliqué. Mais là, en plus, là, c'est des sketchs pour nous. On peut pas payer les gens. Enfin, tu vois, sur les sketchs qu'on fait, des fois même on tourne le samedi et tout. Enfin, tu vois, c'est des sketchs qu'on peut pas encore rémunérer. Sinon, un sketch comme on va faire là, je sais pas combien ça coûterait, mais ça serait de l'ordre de 10-15 000 euros. Enfin, c'est pas possible. Tu vois, on peut pas. On est une trop petite boîte pour payer ce genre de sketch à ce prix-là. Donc, on demande bénévolement. Mais qui dit bénévole, du coup, c'est s'accommoder. voilà. Les gens ils disent moi, je suis pas dispo là, j'ai mamie qui vient. Voilà, OK, tant pis. Donc, ouais, le gros du travail, c'est ça. C'est impressionnant, c'est beaucoup d'organisation. Et comment est-ce que tu es arrivé justement à faire ce métier-là? Puisque à la base, tu es ingénieur. Donc, comment est-ce que tu en es arrivé au point où tu es maintenant? Mais ça, c'est à cause de Valentin, ça. C'est parce que à la base, en fait, on s'est rencontrés au théâtre. C'était en 2010, 2009, un truc comme ça. Donc, ça va faire 12-13 ans. Et en fait, Valentin, avec des potes et tout, ils faisaient déjà des courts-métrages, etc. Ils ont monté une asso par la suite. Et donc, je suis venu prendre le son à l'époque sur ces courts-métrages-là. Et moi, je suis tombé complètement dingue de ce truc-là. Donc, je voulais être vraiment sur les tournages, peu importe. Alors, ils m'ont fait jouer après dans des courts-métrages. Et j'adorais ce truc-là. Et au fur et à mesure, j'ai appris un peu la technique. Et du coup, en 2015, on a fait une web-série qui s'appelle Dans un autre monde, qui est une web-série de science-fiction avec des effets spéciaux, des trucs, etc. Et à l'époque, je faisais un peu de 3D. Je faisais de la 3D. Alors, j'ai commencé la 3D sur SolidWorks. Donc, c'était la 3D vraiment purement technique.
Mais parallèlement, j'ai fait aussi sur 3ds Max, qui est vraiment plus artistique, plus film. Et du coup, j'ai pas mal travaillé sur les effets spéciaux de cette web série et la réalisation du coup qu'on a fait avec Valentin au final. Et c'est comme ça qu'en fait, je suis arrivé dans la vidéo et on voulait monter une boîte. Moi, depuis que j'ai 20 ans, je me disais, je veux monter ma boîte. Et au final, avec Valentin, on se dit, vas-y, go, on aime ce métier-là, c'est une passion. Ce serait, voilà. Moi, le métier d'ingénierie, bon, on en parlera peut-être après, mais je n'étais pas accro à ce métier. J'aimais bien le métier, mais par contre, tout l'environnement, etc., c'était difficile pour moi. Donc, je cherchais une porte de sortie. Et ça a été une porte de sortie parfaite parce que ça alliait passion et puis nouveau métier, quoi. Donc, c'est super. Ouais, parce qu'en plus, on peut en parler maintenant, hein. Tu étais dans les grandes entreprises. Tu avais commencé en apprentissage à Valeo, Ouais. si je me souviens bien. Et ensuite, tu avais travaillé, donc, a priori, chez Safran et Thales. Ouais. Oui, Comment ça s'est ouais, j'ai passé, commencé. ça, à l'époque? C'était ingénieur en validation. Qu'est-ce que c'est et comment ça s'est passé? Ouais. Alors, Valeo, j'ai commencé, en fait, j'étais apprenti ingénieur, 3 ans. Je faisais en gros des bandes tests. Je faisais de l'asservissement plutôt chez Valeo. Donc, c'était toutes les boucles d'asservissement. Alors, c'était sur des vannes. En gros, les vannes qui sont dans les moteurs des voitures. Donc, c'est en gros faire en sorte qu'elles soient à la bonne position au bon moment. Voilà. Donc, j'ai fait plutôt de l'asservissement. Je faisais des bandes tests pour justement tester ces vannes et donc faire des rapports de tests, etc. Donc, ça, j'ai fait ça pendant 3 ans. Et ensuite, effectivement, je suis rentré. Alors, j'étais en ESN, en SS2I. Donc, c'est-à-dire, j'étais prestataire. Et en fait, ils m'ont fait entrer en validation. Je ne souhaitais pas forcément faire de la validation, hein, très honnêtement. Mais il y avait un peu ça. Et puis, je me suis dit, vas-y, bon, il faut que je bosse. Donc, j'y vais. C'est quoi de la validation pour quelqu'un qui ne connaît pas? La validation, en gros, dans le cycle de développement d'un projet, donc on dit qu'il y a un cycle en V. C'est-à-dire qu'au début, en gros, il y a toute la spécification de voilà, qu'est-ce qu'on veut faire. Et on redescend comme ça jusqu'au développement, au codage du projet. Donc, soit c'est de la programmation, soit du matériel, du hardware. Et ensuite, il y a une phase de validation. Donc, c'est par exemple, si on développe une capsule de bière qui se met sur une bouteille, la validation, c'est celui qui va décapsuler la bière, qui va dire c'est bon, elle est bien étanche. Voilà. Et Il va le ensuite, faire ça 50 remonte. fois. Il va le faire 50 fois de suite, comme ça. Et faire c'est bon, ça marche. Et si ça ne marche pas, s'il y en a une qui ne marche pas, ah, là, il y en a une qui ne marche pas. Et il va faire un rapport en disant il y en a une qui n'a pas marché. Donc là, il y a des gens qui vont. C'est pour ça qu'on appelle ça un cycle, c'est que ça revient du coup du côté du développement qui va dire bon, pourquoi cette capsule, elle a sauté pas comme il fallait, elle n'était pas étanche, comment ça se fait? Donc, ils vont se poser des questions et donc ils vont corriger le truc et refaire un cycle de validation. Donc, on refait 50 capsules et puis si ça marche, on dit OK, c'est bon, c'est validé. Et ensuite, ça remonte vers le reste du cycle qui est plus de l'avant-vente, etc. Enfin, en tout cas, il y a toute la Mise en partie production, vente, de etc. production, avant-vente. Voilà. D'accord, donc tu Donc, arrives en validation à ce moment-là, tu te dis, bon, moi je ne suis pas sur les bières, donc c'est un peu moins intéressant. Comment ça se passe? tu as dit, moi, je ne suis pas sûr. J'ai dit, tu arrives en validation, tu n'es pas Ouais. sur les bières, donc c'est un peu moins intéressant quand les tests Oui. ils échouent. Donc, comment ça se passe pour toi à ce moment-là? Qu'est-ce que tu fais comme type de. Parce que avais, sur ton profil LinkedIn, il y a écrit centrale inertielle. Moi, j'ai vu ça, j'étais là. NH90. OK, bon, qu'est-ce que ça veut dire? Okay. En fait, ouais, moi, j'ai travaillé donc, chez Safran et Thales où c'était vraiment des sujets plutôt défense. C'est-à-dire qu'eux, ils font essentiellement de l'aéronautique défense, de l'armement, etc. Moi, j'ai travaillé essentiellement de l'aéronautique défense. Donc, NH90, c'est un hélicoptère. C'est un hélicoptère militaire qui fait du transport. Et effectivement, je faisais des tests sur les centrales inertielles. Donc, c'est une boîte qui est dedans qui permet en fait de naviguer sans signaux externes. C'est-à-dire qu'on imagine toujours un avion, il y a besoin de GPS, etc. En réalité, non. Il a dedans une boîte inertielle, c'est-à-dire c'est des capteurs d'inertie, ce qui fait qu'il peut à tout moment savoir où il est. Parce que le fait que tous les mouvements qu'il fait sont enregistrés dans cette boîte et permettent de savoir, puisque tu as l'inertie, donc si tu intègres plusieurs fois, tu peux aller vers le déplacement en fait. Enfin, tu as l'accélération, donc du coup, tu peux, en intégrant 2 fois, tu peux avoir le déplacement. Donc, c'est un système qui permet, voilà, même si tu n'as pas de GPS ou autre, ou de système Doppler ou j'en sais rien, tu peux quand même savoir où tu es. Sachant que tout ça est hybridé, hein, il n'y a jamais une centrale inertielle toute seule, c'est juste en cas de problème, etc. quoi. Et toi, qu'est-ce qui, pour rester sur la partie, on va dire, ce que tu ressentais par rapport à ce métier-là, pardon, il y a eu un gros bruit à côté. Qu'est-ce qui te plaisait, qu'est-ce qui te plaisait moins dans le métier d'ingénieur?
Alors, ce qui me plaisait, c'est que c'était sur des gros systèmes. C'est des trucs tu es dans un. Comment? Tu t'interviens, tu vois, sur des grosses machines, des trucs très complexes, etc. Donc, c'est passionnant. Enfin, quand tu vois les machines en vrai, etc., tu fais, c'est incroyable qu'on arrive à fabriquer ce truc-là. Mais enfin, j'étais aussi impressionné sur les moteurs de voiture, la complexité d'un moteur de voiture. Et c'est complètement fou qu'on arrive à faire tourner ces machins de 100 000 km. Vraiment, c'est des. Donc, ça c'est de faire partir de ça, c'est assez incroyable. La contrepartie de ça, c'est que c'est des tellement grosses machines que tu n'es rien du tout au milieu. Et donc, il faut toujours un peu se dire, ça, c'est justement un collègue ingénieur qui m'avait dit, en gros, il faut se sentir comme celui qui fabrique les cathédrales, celui qui taille les parpaings, enfin les pierres des cathédrales. Tu vois. Il y a celui qui dit, bah, moi, je taille juste une pierre, voilà, moi, je taille juste la pierre. Et si on demande à un autre, il dit, moi, je fabrique une cathédrale. Et effectivement, c'est que moi, j'ai du mal à sortir un peu de la vision du premier qui taillait juste sa pierre, tu vois, et qui justement apportait son truc et qui construisait une cathédrale. Donc, je me sentais un peu petit quoi, là-dedans. Et, donc, ça, c'est un peu le côté un peu, qui m'a un peu plus dérangé. C'est-à-dire que tu es là, tu n'es pas là, on a l'impression que ça ne fait pas une grosse différence. Voilà. Bon. Après, la routine des grosses entreprises, moi, c'est terrible, hein. Le café à 10h04, le deuxième café à 11h10 et puis on va manger à 11h59 pile poil parce qu'après il y a trop de monde à la cantine et du coup et tu Ah croises les oui, mêmes ah gens dans oui. le couloir au même endroit. Tout ça, ça a été un peu raide. C'est que j'ai pas une bonne adaptation à la routine, moi. J'aime bien quand ça change, quand ça bouge. Les grosses boîtes, c'est l'opposé complet en fait. C'est juste tout doit être, tout est pile poil. Voilà, tu as le truc et là, à cet endroit-là, machin. La même personne qui passe à la même heure, qui te dit la même chose tous les jours. Salut, comment ça va? Comme un lundi. Enfin, tu vois. Bon, et du coup, tout ça fait que ça, au bout d'un moment, j'en pouvais plus, quoi. Et en plus, chez Thales, où je bossais dans un site où il y avait 4000 personnes. Donc, c'est gigantesque, en fait. C'est que ça devient hyper impersonnel. Ça devient. Les gens se croisent, se parlent plus. C'est comme dans une ville, quoi. Donc, c'est. Bon, ouais, tout ça fait que ça se déshumanise trop et ça me pesait aussi, quoi. Ouais. Ouais, je comprends. J'ai bossé principalement dans les grosses boîtes, sauf une fois. Ouais. Et même aujourd'hui, j'étais surpris encore. J'étais en réunion et une personne d'une nouvelle équipe, je comprends ce qu'ils font. Et la femme me dit non, mais nous, notre équipe, elle est assez petite quand même. On est juste 2000. Et what? C'est pas le même Une ordre de équipe de grandeur. Ouais, c'est ça, c'est que 2000 en mode. Et c'est vrai que quand tu vas dans les grandes entreprises, là, c'est le gouvernement, mais tu as les organes, c'est tentaculaire. Et il y a comme tu 2000. Ouais. dis, tu fais une cathédrale et toi, tu es en train de faire ta pierre. En fait, il y a Mm. plein d'autres trucs. Il y a les vitraux, il y a les portes, il y a le plan, tu as la vision long terme, tu as le feu, tu as tout, quoi. Donc, ça Mm. demande beaucoup de personnes dans les grands groupes. Ah ouais, non, bah oui. Ouais. Ça devient très vite. Ouais, en fait, t'as plus de. Tu sais plus où tu es. C'est tellement énorme que tu n'arrives plus à le concevoir, en fait. C'est 2000 personnes, c'est inconcevable, hein. Tu vois, une équipe de 10, tu arrives à voir, mais après, tu sais pas quoi. Ouais. Bah, j'imagine que justement, tu as pu retrouver ce sens pas de la grandeur, mais du concret, du réel, que tout ce que tu fais en fait a un impact direct sur l'entreprise, vu que maintenant que tu as fondé l'entreprise avec Valentin. Euh, Est-ce que tu as quand même des compétences de tes métiers d'ingénieur, des expériences que tu as pu avoir en grand groupe sur tes postes d'ingénieur conception puis d'ingénieur validation que tu réutilises maintenant? Est-ce que tu as pu réutiliser quelque chose comme compétences, expertise, expérience? Oui, bah, de toute façon, enfin, tu regardes toutes les caméras, les trucs comme ça, de toute façon, il y a l'électronique. Donc, il y a pas mal de fois où ça me sert, oui, sur les spectres des couleurs, par exemple, ou le codage des images. Quand on parle de 8 bits, 10 bits, par exemple, bon, la plupart des vidéastes, ils l'utilisent comme ça, ils savent à peu près ce que ça veut dire. Bon, l'avantage, c'est quand tu as étudié vraiment ce que ça voulait dire, le codage sur ces trucs-là, voilà, ça te donne un petit avantage, on va dire. Après, c'est surtout sur des petites bricoles, au final, sur comment adapter, tu vois, des petits machins mécaniques. Là, on a c'était un système qui permet de suspendre la caméra sur la voiture, là, comme on voit. Et le machin suspendait très mal parce qu'on mettait des caméras trop légères. Donc, du coup, en gros, toutes les vibrations de la voiture allaient jusqu'à la caméra. Donc là, j'ai fait des petites modifications justement pour assouplir tout le système pour que justement, il suspende bien la caméra. Et ça. Donc ça, c'est des trucs pour le coup d'ingénierie, quoi. C'est de se dire, bon là, si je décale le truc comme ça, le bras de levier, le machin. Voilà, mais ça reste des bricoles. C'est-à-dire que fondamentalement, si tu veux, je ne vais pas utiliser je fais plus de programmation, je fais plus de développement vraiment électronique. On n'a plus besoin de ça, quoi. Maintenant, on achète.
ça me permet juste d'avoir une sensibilité différente par rapport au matériel électronique, quoi. C'est tout. Non, ça fait sens. Et si tu devais justement, enfin, vu la différence qu'il y a dans l'évolution et tu as fait ce leap of faith, ce saut avec Valentin, si tu devais donner un conseil au Jérôme à 20 ans, à 22 ans, qui allait sortir d'école, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil, comme feedback? Franchement, non, franchement, je lui dirais de continuer dans ce qu'il fait. Parce qu'au final, aujourd'hui, en fait, je pense qu'il ne faut pas se lancer trop vite, surtout quand tu veux faire comme nous, de la com corpo. Si tu te lances trop jeune, au final, c'est intéressant d'avoir une expérience corpo, de savoir un peu comment ça marche dans les boîtes. Parce que le gros problème des boîtes, c'est pas tant le projet ou l'aspect conception des choses, c'est plus la politique interne, en fait. C'est comment les gens se parlent, qu'est-ce qui fait que des fois, tu reçois un mail, tu ne comprends pas pourquoi on prend ce ton-là, mais tu comprends qu'il y a quelqu'un en copie et que en fait, bah, c'est le chef de machin et que c'est pour montrer que lui a bien fait son travail et que c'est pour se couvrir le cul. Enfin, tous ces trucs politiques, au final, c'est hyper important d'apprendre comment ça fonctionne, de savoir voilà, quelles sont les attentes des boîtes et comment ça fonctionne. Si tu n'as pas ça, c'est extrêmement difficile, je pense, de vendre de la vidéo ou quoi que ce soit d'ailleurs à des entreprises. Donc aujourd'hui, si on arrive à faire fonctionner cette boîte, c'est aussi en grande partie parce j'ai fait au final entre 2008 et 2018, j'ai fait 10 ans dans un monde comme ça, très corpo. Donc au final, au Jérôme de 20 ans, je pense que je ne lui dirais pas de faire bien différent, à part peut-être faire, et encore, des formations un peu motion design, des trucs comme ça pour rentrer un peu plus vite dans le sujet, parce qu'au final, on a appris ça, comme je te disais tout à l'heure, sur la web série, quoi. On a appris ça en faisant. Mais non, mais c'est une bonne chose d'avoir fait ce parcours, je pense, vraiment. Ne pas avoir peur à pour quelqu'un qui ne sait vraiment pas ce qu'il veut faire, à commencer dans la branche dans laquelle il est, quitte à aller dans une grande entreprise, à apprendre et de toute façon, s'il veut changer ensuite, il pourra réutiliser, même si ce n'est pas forcément les compétences techniques, mais ce qu'il a pu comprendre de la vie en entreprise, des codes d'une grande entreprise ou d'une petite d'ailleurs. Ouais, carrément. Enfin, vraiment, tout est bon à prendre et il faut se dire. Moi, je suis allé jusqu'au point de rupture, jusqu'au point où vraiment j'en pouvais plus, il fallait que je m'en aille, il fallait que je change d'air. Mais j'ai toujours considéré, même quand j'étais là-bas, alors que je voulais monter ma boîte, j'ai toujours considéré que c'était quand même une bonne chose de faire ça parce que tu apprends des trucs, tu vois comment ça fonctionne et c'est hyper important en fait parce que tu es dans le concret, tu es dans le réel de la majorité des gens, des salariés, que ce soit des boîtes, même quand même si on ne parle pas de cadre, mais plutôt ouvrier ou technicien, c'est pareil, tu vas avoir les mêmes échanges entre les gens, les mêmes euh, jalousies, gestion de pouvoir, etc. Donc c'est important de savoir comment fonctionne une entreprise, quoi, vraiment, fondamentalement, parce que honnêtement, ouais, je pense que la réussite d'aujourd'hui, c'est en grande partie parce que Valentin et moi, on a fait 10 ans dans ce système-là et qu'aujourd'hui, on n'est pas surpris quand on travaille avec des gros groupes ou des plus petits groupes. Bah, voilà, on connaît un peu. Non, donc c'est une bonne chose. Enfin, tout est bon à prendre, quoi. Vraiment. Ouais, ça me rappelle, je suis tout à fait d'accord avec toi parce que ça me rappelle juste une discussion que j'ai eue il y a 3 jours avec un autre youtubeur ingénieur, mais qui est beaucoup plus jeune, qui est toujours en école, qui fait des très bonnes vidéos. Et on parlait, je posais des questions sur les partenariats qu'il a fait. Parce que justement, sur YouTube, je ne sais pas si vous en faites vous sur votre chaîne, mais il est possible de faire des placements de produits, etc. Ouais, non, on Euh, fait pas. je ne pense pas, parce que vous, de toute façon, vous vendez votre entreprise, donc c'est ça, le produit, c'est ça. C'est ça, ouais. Euh, mais on en a parlé et en fait, donc lui, il en a déjà fait. Moi, pas vraiment, enfin pas directement. Et par contre, c'est vrai que quand on a été sur comment est-ce qu'il s'en est pris avec l'entreprise et quelles ont été les discussions, la négociation, là, tout de suite, j'ai fait, attends, c'est tout? T'as eu que ça? Attends, mais on peut faire beaucoup plus. Enfin, tu peux faire beaucoup plus. Si tu veux que je te donne des conseils en négo, vas-y, on y va. Mais parce que tu as justement cette non-compréhension des enjeux et de la dimension aussi pour les entreprises. C'est-à-dire que 500 euros, 1000 euros pour un jeune, c'est beaucoup. Pour une Mm. entreprise, c'est rien. Ouais, c'est ça, c'est hyper important. Bah, en plus, moi, j'avais bossé sur des projets où on parlait qu'en millions, en fait. On parlait en centaines de millions à chaque fois, parce que c'est des énormes machins. Et c'est vrai que cette notion-là aussi est importante de ne pas se faire vriller la tête parce que tu as signé un contrat à 1 200 euros, tu vas te dire waouh, 1 200 euros en un seul contrat. Mais en fait, tu te rends compte très vite que il y a des charges, quoi. Tu es une société, donc ça va. En fait, 1 200 euros, ça part très vite. Donc il faut effectivement changer d'échelle. Et voilà. Et puis bien différencier surtout ce qu'il y a sur le compte de la boîte, c'est à la boîte. C'est pas un truc, tu tapes dedans, machin. C'est une grosse partie appartient à l'État. Donc
voilà, et ce que toi, tu peux avoir du fruit de ton travail. Mais ce genre de truc, effectivement, quand tu n'as pas été trop sensibilisé à ça, tu peux très bien vriller, te dire bah, c'est mon compte, c'est mon argent. On l'entend souvent, ça, hein, quand j'en parle, mais le compte de la boîte, c'est votre argent. Non, non, une grosse partie appartient à l'État. Donc, si on tape dedans directement, effectivement, on prive l'État d'un revenu. Donc, et ça, voilà, c'est important aussi de savoir ça. Ouais. Et parce que le temps tourne, est-ce que tu aurais un dernier conseil que tu aurais aimé donner à un jeune ingénieur qui se pose des questions sur là où il veut aller, une dernière chose que tu aimerais dire à un étudiant qui a 20, 22, 24 ans maintenant, qui se pose des questions? Un des meilleurs conseils, je pense, c'est de ne pas hésiter à changer. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui s'encroutent, c'est-à-dire qu'ils ils vont dans un boulot. Moi, j'ai fait de la validation pour un moment, ça m'a emmerdé très vite. Donc, j'ai essayé de changer, etc. Et il ne faut pas hésiter, il ne faut pas être statique, quoi, parce qu'on se retrouve à 45, 50 ans à être très, très aigri. J'en ai vu quelques-uns parce qu'ils n'ont jamais osé en fait changer. Et je pense qu'on peut toujours, même si tu as des contraintes familiales, etc., on peut toujours se démerder, surtout qu'on a la chance d'avoir un métier où il y a de la demande. Donc, faire 1 an ou 2 c'est bien quand même de faire un peu, parce que si on fait que des missions de 3 mois, voilà, ça ne sert à rien sur un CV. Mais faire 1 an ou 2, voir un peu comment ça se passe, prendre l'expérience et s'en aller. Déjà, on prend plus de salaire et en plus, voilà, ça permet d'affiner, savoir un peu ce qu'on veut jusqu'à trouver vraiment ce qui nous plaît. Mais il ne faut pas avoir peur de changer. Voilà. Faut se dire, on a cette chance d'avoir un marché qui est quand même très ouvert pour les ingénieurs, surtout les jeunes. Donc, voilà, changez, trouvez votre voie, trouvez le truc qui vous plaît, le secteur qui vous plaît, la mission qui vous plaît. C'est super important. Sinon, on devient aigri et puis ça donne des Michel de 50 ans qui sont vraiment pas gentils avec les autres. Bon, ben écoute, ce sera sur cette note d'espoir et de motivation qu'on va finir. On passe en off après, mais je voulais quand même te dire un grand merci pour le temps encore une fois. J'adore ce que vous faites sur votre chaîne YouTube, Jérôme et Valentin. Donc, un grand merci pour ton temps et pour avoir partagé ça avec les jeunes ingénieurs qui me suivent. Bah, merci à toi. C'était très sympa.